Comment réaliser une bonne présentation ? Que vous prépariez votre premier exposé d'histoire au collège ou une conférence TED, c'est sans doute une question que vous vous posez. Et si vous devez vendre quelque chose, que ce soit un produit, un service, une solution, une idée, votre boîte ou vous, c'est clairement une étape indispensable. Alors démarrez PowerPoint et préparez vos meilleurs clip art. Ce tutoriel va vous guider pas à pas. Et en bonus exclusif, je vais vous donner les 5 meilleures transitions animées pour hypnotiser vos prospects. Ou pas. Je suis Antoine et vous regardez Ingévente, le podcast qui aide les commerciaux à vendre mieux pour mieux vendre pour la première fois en vidéo. Bonjour à tous. Vous l'aurez compris, vous avez besoin ni d'un logiciel, ni d'émoticônes poncés jusqu'à plus soif, ni évidemment de fondu enchaîné en étoiles pour réaliser une bonne présentation. Ce qu'il vous faut en revanche, c'est une structure et une méthode. Et c'est de ça dont on va vraiment parler aujourd'hui. Déjà, commençons par définir ce dont on parle. Comment pouvez-vous évaluer la performance de votre présentation ? Dans le monde du commerce, la métrique elle est simple. Au bout de la route, vous devez vendre. Donc votre présentation doit, suivant sa place dans le cycle de vente, soit vous permettre d'atteindre le jalon suivant, soit conclure la vente. À vous donc de savoir où vous vous trouvez. On va prendre un exemple. Mettons que vous ayez été sélectionné pour présenter votre entreprise à un parterre d'investisseurs. Maintenant que vous avez passé les étapes de sélection et de filtrage, le but de votre présentation, c'est d'obtenir un financement. Et si possible, à des conditions avantageuses. Ça tombe bien parce que cet exemple, il passe en ce moment à la télé sur M6, dans l'émission « Qui veut être mon associé ?». On va donc pouvoir étudier comment ça se passe et en pratique. Avant de commencer, un mot sur l'émission. Il s'agit de l'adaptation française du format américain Shark Tank, qui était lui-même inspiré du Dragon's Den original, qui lui était originaire du Japon. Le format, il est très similaire dans la quarantaine de pays où il est produit et diffusé. Des investisseurs reconnus auditionnent des entrepreneurs en devenir et si le pitch est bon, ils prennent des parts ou des royalties en échange de leur soutien financier et ou personnel. Et voilà comment Marc Simoncini ou Frédéric Mazella reprennent le rôle de Mark Cuban ou de Laurie Greiner. Mon propos aujourd'hui, c'est pas d'analyser l'émission, mais de vous montrer pourquoi personnellement je l'adore. Vous avez accès en accéléré au meilleur et au pire des méthodes de présentation. Et c'est ce qu'on va voir pas plus tard que tout de suite. Étude de cas numéro 1, Morphée. Dans ce premier extrait, 2 entrepreneurs viennent proposer une entrée au capital de leur entreprise, Morphée, et je vais les laisser vous la présenter dans un instant. Je vais aussi vous proposer mon analyse à vif des différentes phases de leur pitch. Morphée, c'est cet objet qui contient 200 séances de sophrologie et de méditation guidée qui permettent de s'endormir plus facilement et de générer un sommeil profond et réparateur. Alors là, on commence tout de suite avec une présentation de la solution, et en l'occurrence, le produit que propose l'entreprise. Au départ, en fait, c'est moi qui avais beaucoup de stress, donc j'arrivais pas à m'endormir ou bien je me réveillais pendant la nuit. Et il se trouve que pendant cette période, j'ai découvert la méditation et je me suis rendu compte que la méditation améliorait profondément la qualité de mon sommeil. On pourrait considérer ce passage comme une personnification du problème, mais l'impact émotionnel devant, dans ce cas, pointer sur l'interlocuteur et non sur l'orateur, on va plutôt le voir comme une introduction. Quand j'ai rencontré Charlie il y a 4 ans maintenant, on a décidé de s'associer, de s'entourer de professionnels du sommeil et de créer l'objet le plus complet possible qui permette à tout à chacun de gérer soi-même la qualité de son sommeil. Bon, ici on a une classique présentation d'entreprise et de ce qu'elle fait. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Avec cette clé, je peux choisir le thème de ma séance. Il y a 7 différents thèmes au choix qui correspondent à des techniques de respiration, de body scan, de visualisation, de cohérence cardiaque, etc. Chaque thème contient 8 séances différentes que je peux sélectionner avec la deuxième clé. Cette clé permet de sélectionner la durée, 8 minutes ou 20 minutes. Il y a un sélecteur sur le côté qui permet de choisir si on va être guidé par une voix féminine ou une voix masculine. Toutes les séances s'écoutent à travers l'enceinte qui est intégrée et on peut également brancher ses écouteurs. Nous revoilà dans la présentation du produit et sa démonstration. Je me suis permis d'accélérer parce que ça dure 45 secondes. Encore et toujours, la présentation du produit sous le prisme cette fois de la preuve sociale et de la satisfaction client. Une étude de l'INSV, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, qui montre qu'il y a 4 millions de personnes en France qui ont régulièrement des troubles du sommeil. En France, on est les premiers en termes de consommation de somnifères en Europe. Donc vraiment, il y a plusieurs de nos clients qui nous disent je prends plus de médicaments, je prends plus de somnifères le soir pour m'endormir, j'utilise Morphée. Voilà maintenant la révélation du problème. Beaucoup de gens souffrent de troubles du sommeil et la France est championne du monde de consommation de somnifères. Vous le vendez combien ? Il est vendu 79 €. Et il vous coûte combien à fabriquer ?
peut pas communiquer là-dessus, mais par contre, on peut vous dire qu'on fait une marge de tour de 35%. Ouais, c'est pas énorme. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière de baisser le prix de production? Vous avez déjà atteint un prix plancher. On va pouvoir diminuer le prix de production de 10%, 15%. On va pouvoir économiser aussi sur la logistique, forcément. Plus on emmène des gros conteneurs, moins ça nous coûte cher. Donc c'est là-dessus, mais on va pas pouvoir couper le prix en deux. On aborde à présent la question du prix, la fin théorique de la présentation produit. Le téléphone, c'est considéré comme le pire ennemi du sommeil. Ça crée de l'agitation, ça maintient un état d'alerte. La lumière bleue qui est générée par le téléphone, elle empêche la sécrétion de mélatonine. Donc nous, on a vraiment voulu créer un produit qui soit déconnecté, qui soit dédié au sommeil. Notre conseil, c'est au moment d'aller se coucher, le téléphone, le mettre en dehors de la chambre. Et là, avoir un produit qui est dédié, où on a un contenu créé par des professionnels. Enfin, voilà, ça faisait sens. Cette explication intéressante apporte un jour nouveau sur le problème de la difficulté de l'endormissement. Le vrai problème, c'est pas la consommation de somnifères, ça c'est le symptôme, c'est l'utilisation du portable. Je vous coupe ensuite un nouveau passage qui parle produit, produit et produit. Il y a aussi deux autres points, c'est tout le côté cadeau, c'est-à-dire qu'on n'offre pas une application mobile ni pour Noël ni pour la fête des mères, et nous c'est deux moments où on vend énormément. Donc ce côté cadeau, on peut offrir ça à quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est le modèle économique. Le prix moyen des applications, c'est des abonnements, c'est 84 € par an. Nous, avec 79, on a 200 séances et on peut s'en servir pendant plusieurs années. Donc il y a aussi ces deux aspects qui, je pense, jouent dans la balance. Cette présentation de la proposition de valeur démontre pourquoi les solutions existantes ne sont pas bonnes. On ne peut pas offrir une app et sur le long terme, l'app coûte plus cher. C'est une somme qui va nous permettre d'accélérer en termes de création de nouveaux produits. Notre business model nous permet de faire un produit tous les ans et demi, tous les 2 ans, alors que là, on pourra aller beaucoup plus vite, aller plus vite à l'international. Mais au-delà de l'argent qui est autour de la levée de fonds, c'est aussi s'associer avec un investisseur qui ait beaucoup d'expérience et qui puisse nous accompagner à gérer cette croissance, qui puisse nous accompagner à l'international et qui puisse aussi nous conseiller au quotidien. Là, l'entrepreneur y présente son plan d'implémentation, ce qui se passera après l'investissement. L'investissement, justement, c'est la pierre sur laquelle va choper la discussion. En effet, les investisseurs vont proposer les 500 000 € demandés par les deux entrepreneurs, non pas pour les 10% proposés, mais pour 25% de l'entreprise. Ce qui ferait passer sa valorisation de 5 millions à 2, ce qui est inacceptable pour les deux cofondateurs qui vont décliner l'offre. À mon sens, ce qui vient de se jouer ici, c'est que les investisseurs ont salué le produit, qui réalise déjà 4 millions de chiffre d'affaires annuel, mais ils doutent du potentiel général de l'entreprise. On retrouve d'ailleurs exactement cette conclusion dans l'objection que verbalise Éric Larchevêque après le départ des deux entrepreneurs. C'est vrai. 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, faut voir aussi les marges, et faut voir ensuite le renouvellement, faut voir le futur. C'est du consumer électronique, c'est super difficile et il n'y a pas de modèle en fait de revenus réguliers. Même si tu fais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur de la vente de produits, l'année prochaine tu dois tout recommencer à zéro, et ça c'est très difficile à valoriser. Dans la construction de la présentation, on voit qu'il y a eu une emphase très prononcée, sans doute trop, sur le produit, et finalement bien trop peu sur le problème auquel le produit répond, et surtout sur les implications qu'il pourrait avoir. Avant de revenir à l'exemple, faisons un point sur la structure qui devrait être celle d'une présentation idéale, telle qu'observée par Matthew Dixon et Brent Adamson dans The Challenger Sale. En étudiant 6000 commerciaux B2B et avec l'aide de l'analyse fonctionnelle, ils ont pu identifier le squelette et les étapes qui constituent la présentation parfaite. Et il y en a 6. Premièrement, établir sa crédibilité. L'ouverture de toute bonne présentation doit accrocher l'auditeur. Vous devez gagner son attention, et la meilleure façon de le faire, c'est de lui montrer que vous le connaissez. C'est un biais psychologique dont on a déjà parlé sur le podcast. Si vous pouvez décrire le problème de votre interlocuteur, il va partir du principe que vous avez la solution. Et si tant est que vous ne fassiez pas l'erreur, si courante on vient de le voir, de sauter directement dans la solution à pieds joints, vous allez le tenir en haleine jusqu'à ce que vous explosiez la fameuse solution. Seulement voilà, à ce stade, vous n'avez rien appris à votre prospect, vous lui avez juste confirmé que vous le comprenez et démontré de l'empathie. Or, s'il n'a pas lui-même résolu le problème jusqu'ici, c'est qu'il le juge sans doute pas assez sérieux. Voilà pourquoi vous devez enchaîner avec la recontextualisation. C'est le point crucial de votre présentation. C'est vraiment ici que tout se joue. Vous devez maintenant apprendre à votre interlocuteur quelque chose qu'il ne sait pas encore sur son propre business, sur le marché ou sur une tendance lourde qui peut l'impacter. De cette manière, vous allez lui montrer que vous le connaissez mieux qu'il se connaît lui-même. Vous allez éclairer le problème d'un jour nouveau et lui révéler qu'il y a toute autre chose pour peu qu'on gratte sous la surface. En résumé, il savait qu'il y avait un problème, mais en fait, comme l'homme voyant la paille dans l'œil de son voisin, mais manquant la poutre dans son propre œil, il n'avait pas identifié le problème. Et grâce à vous, il va mesurer l'impact de la chose. La noyade rationnelle. Bon là j'avoue, c'est pas la plus jolie traduction que j'ai jamais commise. Mais dans ce troisième temps, vous allez chiffrer l'impact du nouveau problème, le vrai et son contexte. Présentez-lui les chiffres qu'il ne connaît pas sur son business, son marché
ou son inefficacité, le volume des opportunités qu'il rate par son inaction. Si vous avez des statistiques, des projections et des diagrammes camembert, leur place c'est ici. Vous pouvez aussi intégrer un calculateur de retour sur investissement, centré justement sur le non-investissement, chiffrer le coût de la non-décision. Une fois cette étape passée, vous allez encore monter le niveau d'implication d'un cran avec l'impact émotionnel. Ici, les choses deviennent personnelles. Quelles seront les conséquences du problème pour votre interlocuteur? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Rappelez-vous, on en a aussi déjà parlé sur le podcast, mettez des mots sur ses émotions. Décrivez la douleur que représente l'inaction et montrez-lui ce qu'il ne peut pas voir avec le nez dans le guidon. Avec cette étape, en fait, ce que vous faites, c'est que vous tuez dans l'œuf l'objection naturelle de votre prospect à ce stade qui se dit « Alors oui, tout ça c'est vrai, mais ça ne s'applique pas à moi parce que moi je suis spécial. » Ça tombe bien parce que des entreprises spéciales comme la sienne, vous en connaissez, elles sont passées par ce même problème et vous pouvez en décrire des conséquences. Racontez-lui l'histoire qui l'attend s'il sous-estime les impacts de l'inaction. Enfin, quand vous aurez touché le niveau bas de l'ascenseur émotionnel et que vous aurez fini d'appuyer là où ça fait mal, vous pourrez commencer à remonter avec une nouvelle voie, alias la proposition de valeur. Et s'il existait une façon de répondre au problème de votre prospect, si une solution devait exister, elle reprendrait les éléments suivants. À vous de commencer à la construire. Attention, à cette étape, il ne s'agit pas de décrire votre produit ou de présenter votre service, mais bien de montrer point par point comment le prospect devrait mettre des moyens en face de chaque problème pour pouvoir le résoudre. Dans cette étape, vous allez convaincre votre interlocuteur que sa vie serait meilleure s'il agissait différemment. Vous le sortez enfin de la zone d'inaction, et alors il est temps de passer à, sixièmement, votre solution. Puisque votre prospect est maintenant convaincu qu'il doit agir, et différemment, vous allez maintenant lui montrer que la meilleure façon de le faire, c'est par l'entremise de votre solution. Cette partie, c'est sans doute la plus simple pour vous, puisqu'intuitivement, c'est ce que vous vouliez lui hurler depuis que vous avez franchi la porte. Mais attention, il y a quand même un piège ici. Vous devez être certain de guider votre prospect vers la bonne solution. C'est-à-dire évidemment une solution qui réponde à son problème profond, parce que non, le marketing ne peut pas créer des besoins pour y répondre en commerce B2B, mais surtout une solution qui vous soit propre et qui s'appuie sur votre différence. Donc, c'est aussi ici que votre parcours doit commencer. Quand vous préparez votre présentation idéale, quel est votre venin ? Votre proposition de valeur unique, votre atout qui vous démarque de vos concurrents. Posez-vous cette question en profondeur et fuyez les explications simplistes. Une fois votre solution présentée, il sera temps d'enchaîner directement et dans cette même séquence vers la conclusion. Tentez d'accrocher et de vendre la prochaine étape du cycle de vente. Revenons à notre étude de cas. Bon, maintenant que vous avez établi ces bases théoriques, retournons voir dans notre exemple comment le pitch de Morphée était articulé. L'ensemble de la présentation, si on exclut les séquences de questions-réponses, a duré un peu moins de 5 minutes. Les 3/4 du temps ont été consacrés à parler de la solution, tandis que l'impact émotionnel et la noyade rationnelle sont totalement absents. Il y a donc un vrai problème d'équilibre dans la présentation. Pour une entreprise venant pitcher son produit, la bonne mesure, c'est sans doute pas l'équilibre parfait entre toutes les séquences. Et il est normal que le produit prédomine un peu, mais pas au point de truster 3 fois plus de temps de présentation que toutes les autres phases réunies. Le deuxième problème, il est structurel. On voit que la présentation ne raconte aucune histoire. En lieu et place, elle part directement sur le produit. Et en essayant d'en placer toutes les caractéristiques, en fait, elle noie la différenciation de Morphée. Ce qui d'ailleurs provoquerait une objection forte de Frédéric Mazella qu'on va écouter tout de suite. En revanche, moi de mon côté, je vous l'ai mentionné un petit peu, je trouve que c'est un objet de plus quand probablement quand même c'est un contenu qui pourrait passer par une app. Pourtant, c'est bien par là que devrait commencer la structuration du récit des deux entrepreneurs. Leur sauce secrète, c'est pas de proposer une solution pour s'endormir le soir sans somnifère. Non, leur truc unique, c'est qu'ils le font avec un objet physique, sans lumière bleue, sans ondes et sans tentation d'aller vérifier une dernière fois ses mails ou son feed Facebook. Maintenant que la conclusion est trouvée, il faut construire l'histoire en partant de la recontextualisation. Pour le coup, les créateurs de Morphée, ils ont fait un bon boulot. Je trouve que leur idée de parler de la surconsommation de somnifères, elle est très pertinente. Il manque ensuite une noyade rationnelle. Pourquoi pas creuser ici la dépendance aux benzodiazépines ? Une simple recherche Google, elle me fournit déjà plusieurs pistes. La dépendance de l'organisme après 3 semaines qui provoque un cercle vicieux, le fait qu'un utilisateur sur 10 usant de somnifères pour la première fois dépasse les durées recommandées de traitement, ou encore le fait que cette dépendance touche 2 fois plus de femmes que d'hommes. Ce dernier élément, d'ailleurs, il nous donne un angle tout trouvé pour l'impact émotionnel. Catherine Barba, dans le jury, vit à New York et fait donc des allers-retours transatlantiques réguliers. Pourquoi ne pas parler ici du nombre de burn-out et de troubles psychologiques engendrés par l'abus somnifère chez les voyageurs d'affaires confrontés au jet lag ? Il y a de bonnes chances qu'elle se reconnaisse, elle ou quelqu'un qu'elle côtoie. La proposition de valeur, ensuite, je trouve qu'elle est plutôt bien fichue dans le pitch de Morphée. Il y a juste à l'amputer de son saut trop rapide dans la solution. Et peut-être de l'enrichir des suggestions involontaires du panel d'investisseurs.
Il y a une certaine satisfaction à utiliser le... Puis même le fait Oui, ça rappelle un objet physique, même un peu vintage. Bah, tu remontes ton réveil de quand t'étais petit, quoi. Je pense que votre objet, il est quand même attachant. C'est vrai qu'il est... On a presque l'impression qu'il est vivant. Vous voyez que dans ces remarques du jury, on retrouve des parties de pitch qui pourraient être intéressantes, et notamment au niveau émotionnel. Ensuite, il reste plus qu'à réassembler le Frankenstein, et le tour est joué. Dans cette hypothèse, ce que vend Morphée, c'est bien plus que l'objet, c'est sa capacité à identifier un problème et ses enjeux, et à y répondre de façon différenciée, unique et innovante. Le produit en lui-même voit sa valeur grandir avec l'ampleur du problème auquel il répond, et l'entreprise rassure ses investisseurs éventuels sur sa capacité à se développer au-delà du tube du moment. Étude de cas numéro 2, Fishfriender. Voyons maintenant un autre exemple dans lequel ça s'est un peu moins bien passé pour les deux entrepreneurs. Je leur laisse la parole. Je suis Grégory Torgman. Et je m'appelle Philippe Auriac. Nous sommes les cofondateurs de Fishfriender, la plateforme digitale du monde de la pêche. Voilà pour les présentations. C'est un loisir qui rassemble plus de 200 millions de pratiquants dans le monde, et notamment 3,5 millions en France. C'est la deuxième fédé après le foot. On a ici une nouvelle vision du problème. Il y a beaucoup de pêcheurs, et ils sont bien plus structurés qu'on ne le pense. Les pêcheurs, avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils notaient le détail de leur session dans des carnets en papier, comme ça. Ils essayaient de comprendre l'influence des facteurs, comme par exemple la marée ou la lune, sur l'activité des poissons. Voilà. Moi, j'ai essayé, ça prenait beaucoup de temps, et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, comment faire pour penser à un outil un petit peu plus moderne, pour avoir un usage plus efficace de ces notes, en fait. Et c'est de là qu'est venue en fait l'idée d'une application mobile, vu que tout le monde a un smartphone sur soi, qui va permettre à tout le monde de mieux pêcher. Avec je prends photo, et j'enregistre l'application, Alors là, on vient de voir le problème, donc on file directement dans la solution, et on enchaîne sur la démonstration, que je vais me permettre d'accélérer. On voit le matériel avec lequel je l'ai fait. En gros, on va pouvoir cliquer sur un équipement et voir automatiquement tous les poissons qui ont été faits avec cet équipement par la communauté. On peut scanner son matériel, donc si je me retrouve dans un magasin de pêche, je vais pouvoir scanner un équipement, voir les poissons qui ont été pêchés avec et voir les meilleurs moments pour utiliser ce matériel. Donc c'est vraiment une plateforme qui est collaborative et qui est gagnante-gagnante. Plus il y a des gens qui s'y mettent et qui postent leurs expériences, et plus on peut en tirer de l'information qui est intéressant. Et ça devient un guide de pêche extrêmement précis, en fait, selon ce que vous voulez prendre, à quel endroit vous avez l'équipement optimal. On arrive à une proposition de valeur. Comment relier l'achat de matériel en magasin avec les performances dans la pratique? Bon, plutôt, on aurait pu avoir ici une proposition de valeur sur l'équipement et une seconde sur le guide de pêche souligné par Delphine André. Au lieu de ça, on est en fait plutôt dans la présentation de la solution. Produit, produit, produit. Et je vous en passe. Les 200 000 €, ça va être accompagné. Donc nous, on a développé le premium. Il va sortir là, ce mois-ci. Là. On a besoin de l'accompagner sur le marché, donc de communiquer. On a besoin également de recruter des collaborateurs pour nous permettre donc, d'analyser ce trafic et aussi de soutenir la partie développement. Alors voilà le plan d'implémentation. Ce qui vient ensuite, après l'investissement. Et alors, la philosophie du pêcheur, parce que il y a un peu des polémiques sur les pêcheurs, les chasseurs. Les bons pêcheurs et les mauvais pêcheurs. Il y a les bons et des mauvais, voilà, c'est ça. Non, mais les pêcheurs en général, ils relâchent le poisson. Je veux dire, combien de poissons sont rejetables et vivent ensuite? Sur notre plateforme, les gens donc mettent quand ils relâchent ou pas les poissons, d'accord? Et on a 85% de poissons qui sont relâchés. Voilà. Nous, ce qu'on Dans quel état t'empêche? Parce que moi, ils sont un peu amochés, ils sont juste, enfin, je me rends pas compte. C'est clair qu'il y a quand on pêche un poisson, c'est clair, faut pas se voiler la face. Il y a un impact sur le poisson, ça c'est sûr. Il y a un hameçon. Voilà. On assume cet impact dans le sens où, de toute façon, à la base, la pêche c'est pour se nourrir. Donc voilà, si le poisson est abîmé, on va le conserver, on va le garder. Vous dites 85% sont rejetés, mais en même temps, on ne sait pas trop dans quel état. On ne sait pas trop s'y sentir véritablement. On rentre maintenant dans un débat éthique sur la pêche. Pendant une grosse minute, les deux entrepreneurs perdent la main sur leur pitch qui dévie sur les chances de survie du poisson relâché. Attention, moi j'analyse la structure de la présentation commerciale, je rentre pas dans le fond du débat. Juste une chose, c'est quand même pour vous faire comprendre que les pêcheurs sont les personnes qui contribuent à maintenir les espaces aquatiques. Ah mais c'est comme les chasseurs, c'est les plus grands écologistes de France. Oui, peut-être, mais il y a quand même cette notion de gestion des milieux. Et en fait, l'agence de l'eau, elle est financée en grande partie par les redevances des pêcheurs. Un pêcheur, s'il n'y a pas de poisson, il pêche plus. Donc il a ce besoin de maintenir les écosystèmes.
Cet extrait, pour le coup, il est très intéressant parce qu'il aurait pu faire une parfaite entrée en matière adaptée aux parterres d'investisseurs, surtout qu'il s'enchaîne bien avec la suite. Je comprends tout à fait que ce ne soit pas votre passion, mais simplement, il y a 3,5 millions de personnes en France dont c'est la passion. Il y en a 200 millions dans le monde. C'est un loisir qui génère énormément d'emplois et un business important. Et on va voir que ce qui pourrait ressembler ici à une recontextualisation devrait aussi nous permettre de changer d'angle. En fait, ce qui se joue ici est encore un cran au-dessus de la structure pure. Il s'agit des 3 piliers sur lesquels elle repose. Éduquer, adapter et contrôler. Une présentation réussie doit éduquer le prospect. Et on a vu dans l'étude de cas précédente comment une structure simple y contribue très largement. Mais elle doit aussi s'adresser à sa cible et donner l'impression d'être faite sur mesure pour elle. De cette manière, l'orateur va pouvoir contrôler le déroulement de son entretien et garder la main. Si les 2 entrepreneurs avaient fait une petite recherche Google avant de se jeter dans la fosse au lion, ils auraient pu facilement identifier qu'ils allaient au-devant d'un écueil conséquent. Bon, c'est bien plus facile d'avoir l'air malin après, mais en allant faire un tour sur la page Wikipédia de Marc Simoncini, on voit qu'il est un militant engagé de la cause animale et qui vient par exemple de faire un don de 250 000 € pour transformer un zoo en refuge pour animaux. Dans une démarche d'adaptation au public, et sans pour autant compter sur son soutien dans le panel, ça aurait pu être intéressant de tenter de le neutraliser d'emblée. Présenter en introduction l'argument des pêcheurs acteurs de la sauvegarde de l'environnement, ça pouvait peut-être fonctionner à cet effet. D'un point de vue purement factuel, l'argument de Fishfriender est un peu bancal, parce que d'après mon compte personnel, avec 9 € reversés pour chacune des 790 000 cartes de pêche, on est encore très loin d'un pourcentage significatif du financement des agences de l'eau, puisqu'on atterrit autour de 0,3%. Mais en s'attardant sur les chiffres plutôt que sur les ordres de grandeur, il y avait peut-être moyen d'apaiser le courroux du fondateur de Mythic. Ceci posé, remontons à l'étage de la structure de la présentation. Pour moi ici, il y a un autre défaut majeur. Quel est le problème que résout Fishfriender ? Je pourrais l'imaginer, et on va voir ça dans un instant, mais factuellement, en classant les différentes phases de la présentation, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est très très flou. Le pitch, il dure environ 7 minutes. 60% de ce temps est consacré au produit d'un point de vue très centré sur les caractéristiques, presque aucune mention d'avantages ou de bénéfices. On a une bonne minute de hors-sujet avec le débat éthique, et à nouveau, ni élément rationnel, ni impact émotionnel. On pose un problème, et on y répond. Seulement franchement, je suis peut-être bête, mais je n'ai pas compris le problème personnellement. Je cherche d'ailleurs tellement désespérément un problème dans cette présentation que je présente comme tel un élément qui est finalement factuel. Il y a plein de pêcheurs, et ils utilisent des carnets. Il se trouve qu'en creusant un peu le sujet pour essayer de trouver une façon de désamorcer l'antagonisme de Marc Simoncini, je suis tombé sur une statistique intéressante. 79% des cartes de pêche qui étaient délivrées en 2017 l'ont été sur Internet. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'entends parler de pêche, je vois un milieu très traditionnel, une activité rurale et la candidature de Jean Saint-Josse pour chasse, pêche, nature et tradition à la présidentielle de 2002. Alors si on me parle d'un milieu très connecté où plus de 3/4 des cartes de pêche sont prises en ligne, ça c'est une sacrée recontextualisation. D'ailleurs ça tombe bien, et c'est sans doute pas un hasard, c'est justement ça la valeur ajoutée unique de Fishfriender. Une application, donc forcément digitale. Maintenant, compte tenu de l'aversion potentielle des investisseurs au volet pêche à proprement parler, l'angle qui me paraît le plus intéressant pour aborder cette différenciation, c'est celui axé sur le scan de produits en magasin. Déjà parce que ça présente un potentiel business très intéressant, sponsoring des marques de matériel de pêche, publicité ciblée, et ensuite parce que ça nous permet de raconter une autre histoire. Admettons qu'on veuille guider l'argumentation vers cet aspect de Fishfriender. On part donc de la recontextualisation des pêcheurs traditionnels en milléniaux bien connectés avec leur époque. On enchaîne en développant les aspects chiffrés de la pêche en France, un nombre de pratiquants en croissance constante sur la dernière décennie, 23% de pêcheurs de moins de 18 ans à qui on offre sans doute du matériel, et un marché très morcelé entre de nombreuses PME, donc propice à être disrupté, histoire de sortir des gros mots. Pour l'impact émotionnel, on pourrait parler de Madame Tout-le-Monde, cherchant un cadeau d'anniversaire pour Jean-Kévin, et perdu au milieu d'un rayon pêche très achalandé. Quel moulinet, quel tabouret, quel bob, quelle mouche. Comment choisir entre toutes ces références ? Le vendeur, dans l'animalerie en plus, il y connaît pas grand chose. Alors forcément, il va pousser à acheter le truc qui l'arrange. Parce que son truc, c'est plutôt les croquettes. Et puis, Madame Tout-le-Monde, elle se rappelle de l'histoire de Monsieur Untel qui pensait faire plaisir à Brice Brandon et qui en fait avait acheté n'importe quoi. Du coup, le gamin, il était triste à Noël. Je force évidemment le trait. Mais trouver une ou deux vraies histoires, étant donné les capacités apparentes de l'app, ça me semble tout à fait jouable. Ensuite, la nouvelle voix, elle s'écrit d'elle-même. Ce que Madame Tout-le-Monde veut savoir, c'est si ce moulinet est adapté à la pêche en rivière. Elle veut des retours d'expérience, des commentaires, des avis, et elle veut être sûre de faire plaisir à Jean-Kévin. Et tout ça, ça va nous permettre d'enchaîner sur la solution. Grâce à Fishfriender, elle pourrait scanner le code barre de l'article en magasin, voir qui l'utilise dans quel contexte, et si les pêcheurs qui en sont équipés en sont contents. Et d'enchaîner avec le plan des 2 entrepreneurs pour offrir le meilleur levier possible à l'investissement des business angels. Pour conclure, vous voyez qu'à mon sens, il n'y a pas de problème ni avec le produit, ni avec le marché de la pêche au sens large.
Mais obnubilés, voire souvent amoureux de leurs produits, beaucoup d'entrepreneurs ou de vendeurs au sens large ont tendance à ne parler que de solutions, perdant au passage tous les non-initiés et encourageant les objections. Alors voilà, est-ce qu'avec le stress des caméras et du prestigieux panel devant eux, j'aurais fait mieux que ces 4 entrepreneurs? Ce serait drôlement immodeste de ma part de l'affirmer de façon aussi péremptoire. Mais leur exemple, il m'inspire, comme on l'a vu en bien ou en mal sur le plan commercial, mais uniquement en bien sur le plan du courage entrepreneurial. Puisqu'on arrive au bout de cet épisode, d'un format assez différent des précédents, j'aimerais vous demander votre avis. Est-ce que cette approche par étude de cas vous intéresse? Si oui, venez me le raconter en commentaire. En tout cas, pour rien rater des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous de moi. Et puis vous pouvez aussi aller jeter un œil à la vidéo qui se trouve juste là, pour voir à quoi ressemble une semaine dans mes baskets. Et si ce numéro vous a plu, partagez-le avec un ami, un proche ou un comptable. À jeudi prochain.